Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo en hommage aux artistes. En préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi une vidéo qui, en fait, elle va être assez longue, mais c'est impossible pour moi d'isoler là un temps d'une heure, quelque chose comme ça, sans rien faire à côté. Donc du coup, voilà, je tenais à vous préciser que du coup, il y aura un peu de bruit. Je risque de faire des choses en plus, parallèlement à cette vidéo. Je crois qu'il y a quand même, il faut s'en rendre compte, une vraie réalité dans YouTube. C'est qu'en fait, ça prend un temps fou d'enregistrer, de transférer, de partager en première, etc. Et donc du coup, en fait, ça m'est impossible de prendre tout le temps un temps fixe. C'est pas possible. Donc je préfère vous le dire, je préfère tant pis que ça soit des vidéos qui ratent, mais au moins des vidéos qui cherchent à avoir du temps de visionnage en plus, parce que le but, c'est aussi ça, hein, je vous le cache pas, c'est qu'à un moment donné, cette chaîne doit gagner du temps de visionnage. Et je sais pas trop comment faire pour ça. Et je préfère tant pis le faire de manière, bah tant pis, si la chaîne marchait, ben, je pourrais faire des vidéos hyper qualitatives. Mais là, je peux pas. En fait, il y a une réalité à un moment donné où j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'isoler. J'ai pas le temps d'isoler 1 heure de mon temps, 1 heure et demie de mon temps, 2 heures de mon temps. Je peux pas faire ça. D'un point de vue organisationnel, c'est impossible pour moi. Donc c'est aussi une façon du coup de vous dire que voilà, c'est quand même très compliqué de faire avancer cette chaîne et de faire avancer ce projet, que j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. J'essaie de pas trop m'épuiser là-dedans, mais c'est difficile parce que voilà, j'y consacre beaucoup de temps. Il faut que le projet il avance, donc voilà, chacun de vos soutiens, je le dis maintenant tous les jours, il compte vraiment, parce qu'en fait, sans vos soutiens, le projet ne peut pas être connu. Parce que voilà, on n'est pas sur un algorithme qui fait. Je veux dire, mes vidéos font jamais 200 vues, quoi, la plupart du temps. Même très rarement 150 vues. Donc voilà, en fait, on est toujours sur un épuisement à 50, 80 vues grand max. Donc c'est pas beaucoup. Donc en fait, si je mets pas une énergie, ça peut pas marcher, quoi. Et du coup, moi, à un moment donné, quand je me retrouve avec toute la vaisselle de la veille, avec ma copine à faire, je peux pas, en fait. Je peux pas gérer tout ça et en même temps passer tout, je peux pas. Et à un moment donné, je peux pas arriver à tout gérer. C'est impossible. Donc voilà, ça c'était en préambule de le dire. C'est aussi en préambule de dire que je précise que c'est pas grave pour moi de parler dans cet appartement où je suis, parce qu'en fait, je suis toujours près de l'entrée. J'ai absolument pas envie que mes voisins ils savent ce que je fais. Donc en fait, je suis pas non plus. Faut aussi le savoir, je me sens pas dans une liberté de parole très grande en fait. Idéalement, si je pouvais être à la campagne dans un lieu vraiment, voilà. Mais je me sens pas là-dedans non plus. Donc aussi, faut aussi le dire. C'est aussi souvent des vidéos qui sont enregistrées où je me sens pas vraiment, souvent vraiment libre de pouvoir en fait parler comme j'ai envie de parler, avec le tempo que j'ai envie de parler. Voilà, ça aussi, c'est mine de rien. Il n'y a pas la liberté d'une salle de classe, par exemple. Voilà. Et encore, une salle de classe, quand les portes elles étaient ouvertes, c'était pas pareil. Pareil, je me sentais pas libre. Donc ça aussi, je tenais à vous dire ça, sans compter que je tiens aussi à dire que je pense que très clairement, tous les projets aujourd'hui sur YouTube par pas mal de personnes, ils ont pas bonne figure. Et donc du coup, je pense que même on peut être vu comme un peu bizarre de faire ça, en fait. Donc voilà, il y a quand même tout un ensemble qui crée comme je vous disais, un climat qui est pas forcément toujours favorable. Surtout que voilà, dans une journée comme aujourd'hui, en fait, j'ai absolument pas envie de ramollir. Donc du coup, je me suis levé tôt, il y a quand même pas mal de temps. J'ai essayé au début de lancer cette vidéo 3 fois, mais 2 fois d'avant. En fait, ça allait pas, parce qu'il fallait quand même que je petit déjeune. Je l'avais commencé, du coup, là, il y avait trop de bruit, ça faisait ASMR nourriture. Donc au final, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident, tout d'un coup, d'avoir un projet qui, pour le moment, ne marche pas.
d'isoler tout d'un coup, de se mettre dans un salon à s'isoler. Il faut se rendre compte en fait que voilà, peut-être qu'aussi faire des vidéos en faisant des choses, ça me donne l'impression de moins perdre mon temps. Et qu'au fond, peut-être qu'à un moment donné, quand le projet arrivera à une dimension où je sais que quand je fais des vidéos, il y a 10-15 personnes, il y a des nouvelles personnes, parce que là, pour le moment, globalement, à part Patrick, il y a quelques abonnés, mais en fait, pour le moment, il n'y a pas vraiment de communauté, quoi. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un comme Patrick, il a 2-3 personnes nouvelles avec qui échanger, ça veut dire que la chaîne, elle vit, quoi. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle vit, quoi. J'ai fait un sondage aussi sur la question des dons, il y a 6 participations. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient soutenir le projet mais qui ne peuvent pas. Donc on est, en gros pour le moment, il y a quoi? Il y a 2 personnes peut-être qui pourraient aider. On est pour le moment, voilà, on voit bien que d'un point de vue algorithmique, c'est 1800 personnes qui ont suivi le projet. Je ne sais pas d'où elles viennent sûrement des shorts, mais elles regardent sûrement pas les vidéos. Donc voilà, il y a aussi une réalité. Donc je pense qu'aussi cette réalité, à un moment donné, elle joue, moi, dans mon rapport aussi à la manière de faire des vidéos. Et je fais un peu comme je peux, avec les moyens que j'ai et le temps que j'ai. Et que aujourd'hui, je sens que cette semaine notamment, je sens que je dois vraiment m'engager dans la chaîne. Continuer de m'engager, continuer de donner cette énergie. Mais que voilà quoi, c'est-à-dire que en fait sûrement le plus difficile, pour être honnête avec vous, c'est de faire en fait une vidéo comme qui s'appelle un hommage aux artistes, et de faire une vidéo en fait qui va parler de tout ça, mais sans évoquer ma situation. Pour moi en fait je crois que c'est le plus dur, parce que du coup on lance une vidéo en fait, on sait pas, on y met tout son cœur, on sait pas du tout si elle va marcher. On a envie qu'elle marche, mais au final, à la fin, elle ne marche pas forcément. Et on a fait tout ça, au final, pour 20 vues. Donc au final, peut-être que le fait de vous parler, de casser en fait ce modèle-là, d'inclure une parole, de casser le 4e mur, bah, ça me permet peut-être de détruire en fait ce côté vidéo hyper bien faite, hyper classique, pour peut-être moins attendre de la vidéo en elle-même, et que du coup, que ma vidéo, si là actuellement, elle soit plus longue, un peu comme un live, parce qu'au fond, il n'y a pas de raison aussi qu'il y ait plein de gens en fait, qui arrivent à s'en sortir par des lives, où justement, il y a plein de temps de vide, il y a plein de temps de rien, et les gens qui font des vidéos enregistrées, ils doivent être que dans des temps puissants, que dans des temps impactants, que dans des temps où on parle super bien. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de ça, l'arrêter. Et effectivement, ça, c'est parfois plus le temps du cinéma, ou un certain temps du cinéma d'avant, où au fond, au cinéma, chaque temps compte. Dans un montage, chaque temps compte. Et effectivement, sur ce plan-là, c'est une particularité du cinéma. Il n'empêche que je pense que ce qui se dégage des artistes n'est pas forcément propre uniquement au médium cinéma. C'est-à-dire que par exemple, il peut se dégager pour reprendre l'expression de Vernon, une liberté artistique, quelque chose de l'artistique sur ma chaîne, sans forcément que ma chaîne elle réponde à un moment donné à des codes classiques qui auraient été créés de voilà, une vidéo, il faut pas s'adresser aux gens, il faut que ça soit voilà. C'est-à-dire que là à un moment donné il y a une moi je pense que l'ère contemporaine est beaucoup plus violente que l'ère de Stanley Kubrick, et que du coup il y a une réalité en fait à un moment donné des vies qui fait qu'en fait les choses peuvent pas se passer comme avant quoi. Les choses peuvent pas être comme avant, tout simplement. Mais il n'empêche que même si elles peuvent pas être comme avant, vous voyez par exemple dans une journée comme aujourd'hui, je prends conscience que j'ai sûrement pas assez dormi. C'est-à-dire que je pense beaucoup à la chaîne, et que du coup j'aurais mieux demain, je sais que je vais plus favoriser un sommeil un peu plus long pour avoir une meilleure énergie. Parce qu'au final là mon énergie elle est pas très très bonne, et je sens que j'arrive pas à faire les choses comme j'aimerais les faire. Voilà. Mais peut-être au fond aussi que
cette envie au départ qui est la mienne de faire des vidéos, comme je vous disais, très quali, elle est dérangée par le fait que j'ai l'impression tout d'un coup d'isoler en fait un temps qualitatif, mais dans le vide, et en me disant, bah, ça se trouve, tu vas isoler ça, et ça va pas du tout marcher, quoi. Et je crois qu'au fond, quand je fais des vidéos comme ça qui s'adressent à vous, bah, c'est plus simple pour moi, parce qu'au fond, je me dis, bah voilà, au moins ta vidéo elle est un peu nulle, mais au moins elle dure plus longtemps, au moins tu mets pas toute cette énergie, parce qu'en fait, mettre comme ça toute une énergie pour rien, en sachant pas que si ça marche, c'est trop dur en fait. Honnêtement, je vous le dis, c'est trop dur. Mais du coup, c'est dommage parce qu'en fait, du coup, ça amène à dire pas grand chose. Alors qu'en fait, au départ, vous voyez, j'avais envie de faire une vidéo en hommage aux artistes et au final, bah, toute cette réalité, au final, elle vient perturber la chose initiale. Et je pense que, quels que soient les conseils que vous me donnez, cette chose-là, pour moi, elle sera possible uniquement à partir du moment donné où la chaîne, elle marchera un peu. C'est-à-dire que plus la chaîne marchera, plus ça me donnera une force en fait pour isoler des vrais temps, pour me dire bah voilà, là, t'isoles un vrai temps, t'isoles 1 heure, t'isoles 2 heures, tu restes dans ton salon à faire une vidéo, tu la partages, parce qu'en fait c'est pas simple de faire ça. On est quand même seul, on enregistre seul à faire quelque chose, on lance le truc seul. Donc je pense que ça sera possible, mais uniquement à partir de ce moment-là. Donc comme je le disais encore récemment, vous avez vraiment un rôle hyper important à jouer. Donc comment à un moment donné vous décidez de soutenir ce projet, comment vous décidez de soutenir des vidéos, d'essayer de les propulser, de les liker, de les commenter, de les partager. Franchement, il y a une vraie bataille. Et cette bataille, je crois que je ne peux absolument pas la mener seule, elle est beaucoup trop dure. C'est comme les dons, à un moment donné, si on voudra vraiment m'aider à avoir une aide significative, ben, je ne sais pas, si chaque personne met... C'est sûr que si chaque personne met 5 €, il faudrait qu'il y en a beaucoup, quoi. Et à partir du moment donné où des personnes aideront par exemple de 10 €, bon bah c'est sûr que tout d'un coup, s'il y a 10 personnes, ça fait 100 €. Donc sur un mois, disons qu'il y a un besoin d'environ 1 000 €, bah ça fait un dixième. Ça fait 10%. Et bon voilà, moi je pense que c'est con, mais c'est bête, mais il faut raisonner comme ça à un moment donné. Il y a un aspect très pragmatique, en fait. Donc, et moi, cet aspect, en fait, j'ai pas envie de le cacher. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai pas très envie, au fond, de faire une vidéo genre en hommage aux artistes, de la commencer comme ça. Pour moi, en tout cas. Et de ne pas parler de cette réalité-là. Parce que je pense que cette réalité-là, c'est une réalité artistique. C'est à un moment donné, qu'est-ce que c'est que faire tout ça? Qu'est-ce que... Toute cette énergie, en fait. De mettre toute cette énergie pour parfois avoir 30 vues. Pour parfois avoir 1 heure de visionnage sur une vidéo. Alors parfois, des fois, ça marche. La vidéo jour 2, là, je sais plus quoi, Liberté, elle est à plus de 7 heures de vue, je crois, presque 8 heures. Donc, comme je vous le disais récemment, quand j'atteins environ 8-9 heures par jour, c'est réussi. Parce que pour avoir les 3000 heures, à un moment donné, sur un an, il faut avoir au moins 8h30, je crois. Donc voilà. Mais après, ça se met à jour. Là, pour le moment, je suis à plusieurs centaines d'heures de distance du premier palier. Mais là, moi, mon idée, c'est de vraiment faire en sorte que cette semaine, il faut que j'essaye de gagner 100 heures, quoi. Pour qu'il me reste après 500 heures. Je suis presque à 2400. Il faut vraiment qu'il y ait une augmentation significative. Et pour qu'il y ait une augmentation significative, il faut qu'il y ait un engagement significatif de votre part. En fait, à un moment donné, c'est pas possible autrement parce que la réalité, c'est que j'ai vu, il y a des chaînes parfois qui réussissent, mais uniquement avec des systèmes. Elles ont pigé en fait ce qui marche au niveau algorithmique. Mais moi, en fait, j'ai envie que ça marche avec ce que je fais. Le problème, c'est que si je mets pas une réelle énergie, une vraie force, en fait, une vraie détermination dans ça, honnêtement, je vais vous dire, ça marchera jamais. Ça restera toujours un truc de niche et ça volera pas, ça volera très peu et voire même ça pourrait ne jamais atteindre le premier palier. Alors les optimistes, ils disent non, mais la réalité, c'est que c'est ça, vous vous rendez pas compte. Pour atteindre le niveau dans lequel je suis,
vous vous rendez pas compte, ou certains ne se rendent peut-être pas compte, mais l'engagement que je mets est complètement dingue. Et je peux vous dire, c'est un engagement depuis 3 ans et demi, il est complètement dingue. Il est stratosphérique, c'est-à-dire c'est une solitude de l'engagement qui est vraiment dingue. Et sur ce plan, on en parlera un petit peu après, mais c'est sur ce plan qu'il y a une très grande beauté des artistes et une très grande variété aussi, justement. Mais voilà, donc je dis juste, voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est qu'à un moment donné, l'engagement qui est mis dans ce projet, il est massif. Et il faut à un moment donné que vous arriviez un peu à le comprendre et à le soutenir. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a vraiment une réalité de de se lever le matin et d'avoir à faire toutes ces vidéos et puis d'espérer qu'elles marchent et puis d'attendre que l'algorithme, il y a une attente même algorithmique. C'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire que si par exemple je fais juste une vidéo de 40 minutes par exemple, en hommage aux artistes et je me dis elle est super, et en même temps il y a une partie de moi qui va se dire mais en fait c'est trop court, t'as fait tout ça, ça va faire encore, t'as mis toute cette énergie, ça va encore faire aucun visionnage, l'algorithme il te soutiendra pas, eux ils écouteront vite fait, donc du coup ça fera 2 heures. Et je crois qu'au fond ça, je préfère en fait réduire la qualité et faire des vidéos un peu live comme ça, un peu longues, plutôt que justement à l'inverse. En fait, si vous voulez vraiment des vidéos de qualité, faut financer le projet. Voilà, faut financer le projet, faut le soutenir, faut montrer que vous vraiment vous voulez le soutenir. Il n'y a pas de raison en fait que moi à un moment donné, je m'engage de manière professionnelle dans ce projet sans soutien en fait. Donc du coup, je fais un peu avec les outils que j'ai et j'essaie d'être malin et j'essaie aussi de préserver mon énergie. Par exemple là, vous voyez, j'avais toute cette vaisselle à faire. Parce que, voilà, ma copine est partie bosser. Si je le fais pas, voilà, c'est impossible. Voilà. Et à un moment donné, je peux pas faire une vidéo sérieuse en faisant la vaisselle. Je peux pas à un moment donné parler de Stanley Kubrick ou d'Aki Kaurismäki en faisant la vaisselle, c'est pas possible. En tout cas, en en parlant comme je le veux. C'est aussi ça la réalité. Et en même temps, si je parle pas pendant que je fais ça, on se retrouve, c'est vite 9h du matin, 9h30, toute la matinée elle passe, du coup je rate aussi le tempo de vouloir vous partager quelque chose pour midi, qui est peut-être le moment donné où il y a un peu plus de gens. Voilà, c'est au fond une sorte de réalité aussi de ça, du terrain, de ce point de vue-là, qui est, voilà. Donc, moi, je voulais que vous ayez conscience de ça. J'ai vraiment envie d'essayer de briser le 4e mur. J'ai vraiment envie que vous essayiez de comprendre, en fait, la difficulté de mener une chaîne comme ça. La difficulté d'avoir envie d'en vivre. Réellement, se dire à partir du moment donné où je fais pas de live, à partir du moment donné où je suis pas en interaction avec vous, se dire que si je faisais des lives, je suis pas en interaction là avec vous, je parle tout seul. Pour le moment, je ne vois pas comment. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis à la fois un intellectuel, je suis un créatif. Donc au fond, moi, l'idée, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de mou dans les lives. En fait, il y a un truc vraiment, on lance le live, il y a un truc vraiment qui me déprime, mais totalement, là-dedans. J'en ferai un peu, mais vraiment, il y a un truc qui me parle pas, absolument. Et donc, du coup, je dois faire avec les outils que j'ai. Et je crois qu'au fond, prendre conscience qu'à un moment donné, YouTube, il y a quelque chose de l'interactivité, il y a quelque chose du 4e mur, il y a quelque chose du question-réponse, il y a quelque chose du sondage. C'est prendre conscience de la dimension moderne de ça. Et je pense que du coup, le format même peut-être très classique, où je parlerai comme un prof ou comme je sais quoi, il n'est pas bon. De toute façon, ce format-là, il peut pas marcher. Il faut prendre d'autres chemins, etc. Donc voilà, après, à côté, actuellement, il y a les let's play aussi. Je compte pas mal sur les let's play pour que ça puisse un peu marcher, mais ça marche pas trop pour le moment. Là, franchement, le Spider-Man qui fait 70 vues, ça fait même pas 2 heures de visionnage. Hein. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, 70 vues, mais oui, mais si les gens regardent la vidéo 1 minute en moyenne. Donc en fait, ça fait très peu.
Voilà, ça fait très peu. Mais au fond, pourquoi je le continue? Parce qu'à la fois, j'aime bien faire ça. Et aussi parce que j'ai une espérance à un moment donné que ça marche, quoi. Vous voyez, j'ai eu des vidéos Spider-Man qui ont fait 8000 vues. J'ai aussi à un moment donné, il y a un mélange, quoi. Par contre, je continue pas ça uniquement pour l'algo, hein. Mais honnêtement, l'idée d'arrêter les vidéos de jeu, pour moi, c'est trop risqué, hein. Je peux... Là, ces vidéos créées, elles marchent pas assez, hein, pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je le redis, je mets une grande détermination. Et vraiment, autour de vous, parlez du projet, soutenez-le, faites en sorte que ce projet, il se mette à exister, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des projets comme ça. Franchement, des projets qui vont parler des cinéastes dont je parle, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'au fond, mon âme, elle est authentique par rapport à ça. Elle est réellement intéressée par ça. Donc forcément, en plus, j'ai une capacité à vraiment pouvoir penser ces gens-là, les ressentir. Parce que c'est ça aussi la question, c'est que moi, en ayant vu hier le film de Kubrick, j'ai repensé à un ancien ami. Il y a des gens qui adoraient Kubrick, puis tout d'un coup, ils l'aiment plus du tout. Et moi, pour moi, dans mon avis, c'est que, en tout cas, personnellement, je suis heureux d'avoir gardé cette capacité à pouvoir ressentir différentes choses, de pouvoir continuer à apprécier le travail de Stanley Kubrick, qui est effectivement un travail complètement différent de celui d'Aki Kaurismäki. Et de ne pas me situer uniquement sur le plan de je préfère Kaurismäki ou quoi. Je suis heureux d'être dans cette capacité de pouvoir vous parler de Stanley Kubrick et de Aki Kaurismäki. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans mon parcours, j'ai fait un lycée Sciences Éco. Je ne sais pas trop comment j'en suis arrivé là, pour tout vous dire. J'ai eu un collège en fait dont j'ai pas aimé, scolarité dans un collège privé, catholique. Moi, je suis athée. Ma mère était prof de français là-dedans. Et voilà, il y avait eu divers problèmes, hein, de racisme notamment. Donc, je me suis retrouvé, bon, je vais parler des cinéastes, mais je sais même pas en fait si ça a un intérêt que je parle de ça me concernant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans mon parcours, j'ai développé petit à petit une sorte de sensibilité naturelle à pouvoir ressentir les artistes. Et moi-même, en fait, je venais d'un monde où j'ai peint. Je venais d'un monde... Donc moi-même, en fait, j'avais une sensibilité artistique. Et j'ai jamais eu, au fond, un biais de quelqu'un du savoir. Moi, j'ai jamais été là-dedans. J'ai toujours été dans un rapport émotionnel, en fait, aux artistes. Et je les ressens comme ça. Et c'est sûrement pour ça que je peux parler d'eux de cette manière-là. En fait, c'est parce que je fais pas semblant, en fait. Je fais vraiment pas semblant. Après, dans mon parcours, je sais pas trop pourquoi ça s'est développé comme ça, pourquoi... j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de comprendre un parcours quand on est libre. Et à partir du moment donné où en fait au lycée, au collège, on vit dans sa famille, on est beaucoup moins libre. Et en fait, il y a ce qu'on est et puis il y a tout ce qui est attaché autour. Le lien qu'on a à ses parents, le lien qu'on a à ses frères et sœurs, le lien qu'on a à des systèmes. Et donc du coup, il suffit que selon le système qu'on a, selon soi-même, mais aussi le système autour, on ne peut pas dire que le système autour il compte pas. C'est bien sûr qu'il compte à un moment donné. C'est à un moment donné, si vous avez un père, une mère qui est ci, qui est ça, il compte et en même temps il compte pas totalement, mais c'est évident qu'il compte. Moi, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que par rapport à la personne que j'étais, par exemple, dans mon école de cinéma, quand j'avais, dans l'après-bac, on va dire, en gros, j'ai toujours ce goût pour la pensée, pour la critique. Et en même temps, par rapport à des gens que j'ai connus, notamment aussi dans mes études d'art, j'en ai connu des vrais critiques. Et moi, je suis pas là-dedans non plus. J'ai connu quelqu'un qui était vraiment un critique, c'est-à-dire que ce qu'il voulait être, c'était être critique. Et il n'était pas du côté des artistes au sens où il était du côté des artistes parce qu'il les aimait, mais il n'était pas du côté des artistes au sens où il voulait lui-même être un artiste. Et moi, c'est évident que je me sens artiste.
Quand je lis le livre L'espace du rêve de Lynch, je me sens proche. Et je cherche pas à faire style je me sens proche en fait. Et les gens qui comprennent pas ça autour de moi ou dans ma famille, je m'en fiche littéralement en fait. C'est pas que je les méprise, mais parfois si. Parfois si, parce que je trouve qu'il y a des gens qui enlèvent totalement la liberté. Mais en tout cas, je m'en fiche. Ça me passe dessus en fait. Ça me glisse dessus. Parce que je pense qu'il y a une réalité en fait des parcours artistiques qu'on mesure pas en fait. C'est comme par exemple, je m'étais acheté un livre du scientifique Alexandre Grothendieck. Et c'est pareil, moi en fait ce type il me parle. J'ai entendu parfois des personnes dire bah voilà, c'est un fou, c'est ci, c'est ça. Ça me glisse dessus, c'est pareil. Il y a des choses de plus en plus qui me glissent dessus, où je sais que j'ai des puissances je me tiens tout seul. Je me tiens tout seul. Mais au fond, ce projet, il a aussi besoin de votre soutien. Il a aussi besoin que vous le teniez. Parce que moi, je pense que ça peut être un sacré beau projet. Et je pense que c'est un projet dont moi-même, je ne sais même pas comment il peut évoluer. Parce que, au fond, dans tout ça, souvent, je me dis, mais t'es qui, en fait? Je suis tellement parfois de choses à la fois. J'avais eu un ancien prof qui m'avait dit, il avait fait une lettre de recommandation, il m'avait dit, cet élève, avec cette sensibilité hors du commun. L'expression était un peu abusée. Mais c'est vrai que parfois, avec recul, je me dis c'est vrai qu'il y a cette sensibilité, elle est particulière quand même. Et c'est justement cette sensibilité qui me permet de ressentir Stanley Kubrick, Akira Kurosawa, Aki Kaurismäki, ces gens-là, ces artistes en fait qui parlent au monde. Je vous parlais souvent du Perfect Days de Wim Wenders, voilà, ces artistes qui parlent au monde. C'est quand même magnifique. Des artistes qui parlent au monde. Et voilà, pour moi, il y a vraiment une très grande beauté là-dedans. Et dans le cas, justement, de Stanley Kubrick et des Sentiers de la Gloire, ce qui est impressionnant, c'est moi, je trouve que c'est là où des anciens critiques comme Jean Douchet ou Michel Simon, ils étaient beaux, notamment Douchet aussi, parce qu'ils avaient cette capacité à... On peut se planter, mais ils ont cette capacité à penser. Et à un moment donné, c'est quoi être dans une salle de cinéma, découvrir des cinéastes, on ne sait pas qui c'est. Tout d'un coup, la salle, le film commence et c'est Stanley Kubrick. Et pour le moment, les gens ne savent pas qui c'est. Ben, ça doit sûrement pas être si simple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des repères. Allez, on ne sait pas trop, on va voir ce que les gens pensent sur Sens Critique. Allez, on ne sait pas trop, on va demander à telle ou personne de sa famille, je sais quoi. Là, quand même, il y a eu une époque où les gens avaient beaucoup moins de choses autour. Et je trouve qu'il y avait une façon en fait de découvrir les choses où ils allaient se dire waouh, et du coup ils pouvaient se tromper, bien sûr. Ça amenait, j'imagine, à des débats. Moi je trouve ça super que les gens ils continuent à avoir des avis différents. J'ai envie de dire mais heureusement. Heureusement, la seule chose qui est parfois pénible, c'est effectivement quand il y a des personnes qui vont dire les gens qui pensent que Joker n'est pas un grand film. Moi, par exemple, récemment, je me suis engagé sur L'Amour ouf. Les gens qui pensent que L'Amour ouf est un très bon film, soit, c'est leur avis. Après, moi, je réagis sur le fait que tout le monde se mette en fait à dire que c'est un truc génial, alors que personnellement, je trouve absolument que c'est pas un truc génial. Voilà, moi, ma manière de réagir, elle est comme ça. Mais c'est pas une manière de dire que les autres, ils savent pas penser, quoi. Mais à un moment donné, je trouve parfois, il y a des consensus, et je pense que des fois, moi, j'aime pas ça, quoi. Après, parfois, des consensus à raison aussi. Mais souvent, les vrais consensus, c'est mauvais signe. Parce que même un type comme Brad Pitt, franchement, il a mis vraiment du temps et encore, il n'est même pas dans un consensus. Donc voilà. Et puis, donc, concernant ces deux cinéastes, ce qui est très beau, c'est que voilà, avec Kubrick, c'est quand même très impressionnant de voir à quel point ce type-là, dès sa jeunesse, quoi, et la clarté en fait de sa mise en scène, la façon dont il s'engage, il vient de la photographie et la façon dont il fait dès le début en fait un cinéma du monde, un cinéma des humains, un cinéma des puissances psychiques, en fait, des tourments, des éthiques. Quelles sont les éthiques en fait présentes au sein des uns et des autres, comment les humains y réagissent face à telle situation.
comment les humains ils se distinguent aussi face à des situations selon leur morale, selon leurs valeurs, selon leur positionnement, selon leur parcours. Comment, à un moment donné, il a vraiment un travail presque d'observation. Et en même temps, comment il crée du cinéma, comment il nous immerge dans du cinéma. C'est-à-dire que aller voir un film de Stanley Kubrick, c'est aller voir un langage de cinéma. C'est voir quelque chose qui ne peut pas exister en fait en littérature, quoi. C'est-à-dire que ça existe en cinéma. Bon bah voilà, et quand il fait Les Sentiers de la Gloire, il a même pas 30 ans. Et de ce point de vue-là, ce qu'on pourrait appeler, comme dirait Deleuze, des cinémas du cerveau, c'est-à-dire que Christopher Nolan est un cinéaste du cerveau, et ben quand on voit ça, il faut dire que la façon dont le cerveau de Kubrick est organisé, il est très impressionnant. Parce que il y a une clarté, il y a une capacité à... On n'est pas dans du divertissement, il y a une capacité à traiter les sujets, des sujets qui comptent. Donc voilà, après, c'est un cinéma, je trouve que c'est pas si facile d'aller vers son cinéma. Il faut avoir envie, il y a aussi... C'est pas qu'un cinéma froid, pas du tout. Il y a aussi au départ une froideur, une observation des choses qui... faut avoir envie d'y aller, quoi. C'est le cinéma de Kubrick, quoi. C'est-à-dire qu'il a un style qui est particulier de ce point de vue-là. Mais de la même manière que si vous découvrez le cinéma de Aki Kaurismäki, je voyais hier L'homme sans passé, ben voilà, c'est très beau. C'est totalement autre chose, on est dans le poème. On est dans le poème. Mais je pense que contrairement à ce que pensait Andrei Tarkovsky, qui avait détesté 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense que je peux comprendre parce qu'il était très radical. Mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il y ait une vérité sur ça. C'est-à-dire, je pense qu'on peut on peut aimer cinéma Kubrick et aimer cinéma Tarkovsky. Il peut y avoir, si vous voulez, des cinémas totalement différents. Tous ces cinémas, ils sont pas forcément faits en fait pour se ressembler, quoi. Et justement, la manière de faire du cinéma de Kubrick, elle est particulière, et elle est singulière. Et voilà, et c'est ça. Et c'est sûrement cet aspect-là qui est le plus beau chez Kubrick, au fond. C'est sa manière de cadrer, par exemple. Il a une manière de cadrer qui est très particulière, qui est très belle. Puis encore une fois, il a une manière aussi de... C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est étonnant chez cet homme, c'est qu'il a un rapport à l'impact, mais qui est complètement différent de certains cinéastes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que son impact, il se situe à un plan qui est... bizarrement, c'est pas forcément un impact pour regarder comment mon plan est beau, quoi. Ça se situe sur un autre ordre, en fait, Kubrick. Aujourd'hui, on a un petit peu cédé à quelque chose de l'impact qui serait dans le sens « regardez comment c'est beau ». De ce point de vue-là, même un cinéaste comme Christopher Nolan est beaucoup plus dans un rapport à l'impact de cette nature. C'est-à-dire, pour le coup, voir un film de Kubrick, c'est se rendre compte aussi à quel point Nolan est quand même dans un certain cinéma de l'impact. Un autre rapport à l'impact, en fait. Et là, pour le coup, il peut y avoir un côté meilleur, moins bon, parce qu'on voit que Kubrick, il est pris par un geste, en fait, qui est complètement différent. À mon sens, qui est plus profond. Parce que justement, c'est un geste qui n'est pas dans le divertissement. Et pour autant, il peut faire un film de genre. Mais en fait, c'est vraiment un geste artistique. C'est un peu la même chose qui s'est passée quand vous voyez le Dune de David Lynch et le Dune de Denis Villeneuve, par exemple. C'est-à-dire qu'on a glissé vers quelque chose on a glissé vers quelque chose du divertissement. Alors bien sûr, si vous regardez le cinéma de Aki Kaurismäki, vous allez voir que là, on est dans l'art. Dire que là, on est dans l'art. Vous découvrez Tarkovsky, on est dans l'art. Mais
dans le cas de Kubrick, voilà, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de noter que c'est même pas tellement la question du coup avec Kubrick si on est dans l'art ou pas. C'est qu'on est dans l'art, oui, mais c'est-à-dire que chez Kaurismäki, on est dans l'art, mais complètement. Donc du coup, on est dans vraiment, donc comme on est dans l'art complètement, on sait qu'on est dans un type de cinéma qui va pas faire non plus 40 000 entrées, qui est pas spectaculaire, qui est pas dans des choses de cet ordre. Donc voilà, on sait chez Kaurismäki que voilà, ça va pas être le succès fou, quoi. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, quelque part, dans un certain sens. C'est que là, il y a vraiment à mon sens, il y a vraiment une différence dans la manière, en fait, là, de faire du cinéma. Très clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Stanley Kubrick a une manière de faire du cinéma, c'est-à-dire qu'au fond, il n'est clairement pas uniquement que dans ce côté, encore une fois, expérience, divertissement. Mais genre, pas du tout, quoi. Il a vraiment, en fait, une rigueur, quelque chose de l'organisation, du soin. Et ce rapport à cette rigueur au soin le rapproche, à mon sens, grandement des artistes. Et il en est un à sa manière, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on peut parfois oublier du côté de Stanley Kubrick. C'est à quel point Stanley Kubrick, en fait, ce qui l'intéresse, quand on l'entend parler en interview, ce qui l'intéresse, c'est l'art. Après, c'est juste qu'il a un cerveau qui est un peu spécial. Et donc, du coup, mais au final, c'est absolument pas étonnant quand on se met à comprendre ce qu'il fait. Pourquoi d'autres artistes comme Akira Kurosawa l'ont repéré, justement. C'est pas étonnant, parce qu'en fait, ils ont repéré que ce type-là était un type disait des choses, en fait. Et comme les artistes disent des choses, moi, je pense que c'était, même peut-être pour Andrei Tarkovsky, Tarkovsky avait une manière un peu parfois de camper, en fait, une position uniquement du côté de la vision, et de se dire, voilà, moi, je suis du côté de la vision. Et donc, sûrement qu'il a une sorte de façon de dire, d'avoir l'impression que du coup, ce que fait Kubrick n'est pas du côté de la vision. Ce que fait Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas de la vision. C'est un peu cet ancien ami qui, tout d'un coup, aime plus du tout Kubrick. Et moi, je vous dis, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que je pense que justement, il y a dans le geste kubrickien très clairement des gestes artistiques. Et quand je dis artistique, c'est pas forcément uniquement un geste. Attendez, je dois remettre quelque chose. C'est pas forcément uniquement un geste comme 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que ça peut être un geste artistique aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une manière, en fait, de traiter les choses, de traiter le sujet, de traiter l'image, qui à un moment donné convoque de l'art, tout simplement, en fait. Tout simplement. Et je pense que faut toujours garder à l'esprit qu'il y a certains artistes qui sont des inventeurs, qui sont des créateurs de formes, en fait. Et il y a des gens qui sont réellement, j'ai envie de dire, extrêmement singuliers. Extrêmement singuliers. Et je pense que quelqu'un comme Stanley Kubrick est quelqu'un d'extrêmement singulier. Il a une manière... en fait de faire les choses, qui lui est propre, en fait. Et
Et au fond, cette chose qui lui est propre, on peut pas du tout lui enlever. Justement. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer son cinéma, mais quoi qu'on fasse, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fait son cinéma, cette force-là, on ne pourra pas lui enlever. Parce qu'elle est interne. Elle fait littéralement partie de son cinéma. En fait. Donc voilà, et quand on voit justement les sentiers de la gloire, il se passe ça en fait. C'est qu'il y a une force qui lui est propre, une clarté qui lui est propre. Et en fait, à un moment donné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si on fait en fait l'effort de voir son film, c'est ça qu'on voit. Et je pense que plus du coup on verra son film, plus on va repérer justement ce travail-là, cette clarté-là de son cinéma, cette force-là, cette éthique aussi, cet intérêt aussi pour l'humain. Après, bien sûr, il l'observe avec ce qu'il est. Il l'observe avec ce qu'il est. Bien sûr, si vous voyez le cinéma après, plus tard, de Terrence Malick, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose, bien sûr. C'est encore un autre monde, on va dire. Mais ce qui est certain, c'est que... Et chacun voit les choses comme ça. Par exemple, si vous écoutez David Lynch parler de Kubrick, il en parle avec son monde. Si vous écoutez David Lynch sur ça, il est très intéressant parce que David Lynch, il est tellement à l'aise avec la question du subjectif que pour lui, en fait, c'est évident qu'il va absolument pas parler de Hitchcock d'un point de vue... je sais pas comment dire, quelle est la force de Hitchcock. Voilà, il va dire tout d'un coup qu'il aime beaucoup Fenêtre sur cour. Il va expliquer pourquoi. Et en fond, en expliquant pourquoi ce film lui parle, il va dire des choses de lui-même. Moi, par exemple, dans mon cas à moi, le fait que Kubrick me parle, c'est qu'en fait, il y a une partie de moi qui aime la pensée, qui aime la structure, qui aime l'architecture, qui aime les expériences. Et le cinéma de Stanley Kubrick, c'est très clairement un cinéma aussi d'expérience, quoi. Très clairement. Il y a quelque chose... il y a quelque chose de l'expérience dans son cinéma. Au fond, on ne sait pas très bien ce qu'on va découvrir quand on voit un de ses films. On ne sait pas très bien où il va nous mener. Mais par contre, lui, il sait exactement où il veut nous mener, au fond. Et après, ce qui nous reste, je trouve, c'est à partir de cette clarté initiale qu'il avait, c'est toutes les traces, quoi. Toutes les restes, c'est tous les visages, tous ces visages, parfois même déformés, qui crient la souffrance, qui se battent parfois pour une éthique, et puis tout d'un coup qui s'apaisent. Il y a aussi tout d'un coup des visages parfois chez Stanley Kubrick qui tout d'un coup s'apaisent grandement, notamment dans Les Sentiers de la Gloire. Attention, spoiler, mais à la fin, en fait, le film va nous raconter l'histoire d'un général fou, en fait, qui va donner un ordre fou. Et en fait, cet ordre, la raison dirait qu'il ne faut absolument pas suivre cet ordre, que ça serait absolument pas une bonne idée de suivre cet ordre. Et il le donne quand même. Et à un moment donné, cet ordre, c'est justement d'aller attaquer une zone à des soldats. Je ne sais plus quelle guerre on est, si c'est première ou je ne sais plus. Et il donne en fait cet ordre-là. Et en fait, à un moment donné, du coup, quand les soldats essayent de s'y rendre, en fait, c'est impossible. Parce qu'en face, il y a beaucoup trop d'ennemis. C'est pas possible, quoi. Et du coup, à un moment donné, il va dire
il va dire aux soldats, il va dire bon bah si c'est comme ça, il faut bombarder nos propres soldats. Parce que là, ils avancent plus en fait sur le champ de bataille. Donc, et c'est là qu'on commence à découvrir sa folie. Cette demande, elle est refusée. Elle est refusée catégoriquement. Et en fait, après, lui étant blessé dans son ego, dans sa folie, et en fait, il veut punir des soldats en disant voilà, ils n'ont pas suivi mes ordres, ils ont pas suivi mon ego. Il y a un jugement, et il y a 3 soldats en fait, qui sont choisis pour être condamnés, exécutés. Et l'exécution se fera. Et il y a le personnage de Kirk Douglas qui est leur colonel, qui lui a une éthique en fait, et il est là, dans l'observation de cette atrocité, de cette injustice, de cette souffrance. Et Stanley Kubrick a une manière de filmer Kirk Douglas, sa manière de filmer ce comédien, elle est magnifique, quoi. Elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, Kirk Douglas joue vraiment très très bien, je trouve. Et voilà, il filme les peines, il filme les visages, le film est en noir et blanc, c'est ce qu'il faut savoir aussi. Il y a vraiment une clarté du projet de Stanley Kubrick, quoi. Et il fait ça à moins de 30 ans. On sent déjà aussi qu'il a un rapport à la mise en scène qui est très fort. Et on sent vraiment que c'est un grand directeur d'acteurs, de mise en scène. Il y a déjà beaucoup d'inventions. Il invente des plans. Il invente des plans pour le cinéma, pour l'expérience du cinéma. Au fond, dans ce que fait Stanley Kubrick dans ce film, à certains moments, il y a déjà le Stanley Kubrick de Shining. Il y a déjà le futur Stanley Kubrick de ça, quoi. Le futur inventeur. Il y a déjà ce cinéaste-là. Et donc voilà, il y a comme ça toute une résonance, il y a aussi des batailles. Tout d'un coup, le personnage de Kirk Douglas qui va oser dire justement un peu ce qu'on pourrait appeler une parésia. Il va oser dire à un général des vérités. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui osent dire des choses et en même temps les impacts de ces choses parfois sont nuls aussi, n'ont pas d'impact. Parce qu'il ne peut pas les sauver. Il ne peut pas sauver ses soldats, il le sait. Et même la religion, là-dedans, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Il y a un prêtre qui est là et il ne peut pas faire grand-chose pour eux, en fait. Ils sont condamnés. Il y a à ce moment donné-là, on dirait pas vraiment grand monde qui vient les aider. Il y a des absurdités. C'est aussi un cinéma des absurdités. Toute la scène du tribunal est complètement absurde, quoi. Donc comment le tribunal se fait. Il y a une absurdité aussi de ça. Comment les 3 soldats sont jugés, en fait. Il y a vraiment une sorte d'absurdité de ce moment. Et évidemment d'injustice aussi. Parce que, en fait, ils sont condamnés parce qu'en fait, ils se sont repliés. Mais sauf qu'en fait, c'était impossible d'avancer. Donc, en gros, ce que le général dit, c'est que vous auriez dû tous aller vous faire tuer.
il y avait une sorte d'absurdité, quoi. Et Kubrick filme aussi ça. Il filme aussi ça, et en même temps, vers la fin, il filme la beauté, quoi. C'est-à-dire que quand ça se finit, tous les soldats de la 701e, le régiment de Kirk Douglas, qui vont devoir d'ailleurs retourner à la guerre, ils écoutent en fait ils écoutent une femme chanter. Et alors attendez, j'ai peur que... Voilà. En fait, ils écoutent une femme chanter, qui est une femme allemande, d'ailleurs. Et au début, il y a plein de bruit, il y a plein de... comme une sorte de nid d'oiseau, quoi. De nid d'oiseau extrêmement agité. Et puis à un moment donné, elle se met à parler. Et là, tout d'un coup, tous ces hommes changent, en fait. Tous ces hommes commencent à être émus. Et dehors, Kirk Douglas écoute ça. Et on sent que Kirk Douglas, qui avait plus vraiment de raison de croire en l'homme, bah, tout d'un coup, cette émotion, qui est aussi une émotion de l'expérience, parce qu'au fond, ils sont comme des spectateurs. Et cette émotion-là, bah, tout d'un coup, je pense, redonne un peu espoir. Et quand arrive un de ses bras droits, ou je sais plus quoi, et qu'on comprend qu'ils vont devoir tous repartir à la guerre, et là, il lui dit laissons-les encore quelques minutes. Et cette salle au départ, qui était comme une cage, c'est-à-dire avec elle qui était là exhibée comme un frix, comme une bête de foire, et eux comme des sauvages, des animaux. Tout d'un coup, ce même lieu n'est plus le même. C'est plus le lieu enfermé, c'est plus le même lieu. Et ça, c'est très beau quand même. C'est très beau. Donc, vous voyez bien qu'on est face à un cinéaste qui est particulier.